Merci beaucoup Alors de là, ce vous venez de témoignage, voir- Mathéo. Vous venez de voir à quoi sert un psy, quand même. Et à côté, il dit rien. Voilà. Donc, Jean-Philippe Reynaud. je voulais dire que bon, la première question, je suis déjà le deuxième psychiatre qui intervient ce matin. Bon, je suis le dernier, d'accord. Mais c'était juste pour préciser qu'en fait, les psychiatres, on devrait avoir rien à faire là-dedans. On est d'accord. Hein, donc, le deuil n'est pas une maladie. Alors, moi, je vais parler un peu des complications du deuil et du deuil compliqué. J'ai bien entendu ce matin la réserve de mon collègue sur l'étiquette. Alors, le problème, c'est que quand on veut faire du repérage précoce, quand on veut faire de la prévention et qu'on veut faire ça de façon massive, c'est-à-dire que ça ne concerne pas qu'un petit groupe, qu'une population un peu ciblée ou privilégiée, on est obligé quand même d'avoir des messages qui sont des messages un peu parfois réducteurs. Voilà, je ne sais pas si je vais savoir. Je sais, voilà, très bien. Bon, alors je ne reviens pas sur le deuil, si ce n'est peut-être sur ces 3 moments en particulier, parce qu'en plus, ça recoupe bien avec ce qu'a dit Mathéo. Vraiment, Mathéo, je te remercie, tu m'as beaucoup aidé pour mon exposé. Tu vois, j'ai parlé de toi tout le temps. Donc le choc initial avec une période de sidération. Alors en particulier, nous travaillons, nous, dans notre unité INSERM. Alors bonne nouvelle pour M. Morin, nous sommes une équipe INSERM d'épidémiologie qui commence à s'intéresser au deuil. Donc ça va arriver, les Français. Bon, d'ici 10 ans, on aura des choses à dire dans les pays scandinaves. Donc la sidération, par exemple, c'est quelque chose de très particulier. Et il y a quelque chose dont il faut se souvenir peut-être comme facteur comme ça qu'il faut retenir avec les enfants. Parce que malheureusement, à Toulouse, on a eu AZF, on a eu la Fermera, on a eu quelques occasions de se spécialiser dans le stress post-traumatique. Et en fait, un élément qui est assez prédictif, ça aussi c'est un mot que vous n'avez pas aimé, c'est assez prédictif d'un risque de développer un deuil traumatique ou un élément de syndrome de stress post-traumatique, c'est l'importance de la dissociation qu'on appelle la dissociation péritraumatique. C'est-à-dire au moment où j'assiste, quelqu'un a parlé ce matin de trouver son parent suicidé, etc. La réaction du moment, qui est une réaction finalement peut-être assez protectrice, hein, on ne sait pas comment fonctionne le cerveau et comment fonctionne l'esprit humain, peut-être que d'être désorganisé et de ne pas trop se rendre compte finalement des choses, d'être un peu déréalisé, nous on dit les psys, peut-être que ça nous protège hein, quelque part, mais plus cette réaction de désorganisation est importante, plus cette dissociation est importante, plus il faut s'occuper de ces enfants-là. Plus il faut les suivre et voir un petit peu comment ils vont évoluer. Parce qu'on sait que dans 90% des cas, ils vont évoluer spontanément très bien. On vous fait croire, nous les psys, que c'est grâce à nous, mais en réalité, ils évoluent spontanément. On ne fait que les accompagner, les surveiller. Pour ce qui est de la tristesse et de la colère, je crois que Mathéo l'a très bien exprimé, puis ça a été dit ce matin très brillamment. Ensuite, il y a une réorganisation. Une réparation, quelque chose qui se restaure. Mais comme toute réparation, comme ça a été dit ce matin, c'est jamais ad integrum, c'est jamais une réparation parfaite. Voilà, donc l'évolution n'est pas linéaire, la perte, elle peut être réelle, mais il y a aussi des pertes symboliques. Quelqu'un posait la question ce matin de comment, entre guillemets, élaborer cette question de la perte avec les enfants. Il y a aussi des pertes symboliques. Hein. Mathéo va déménager, tu es ravi de venir à Toulouse parce que c'est vraiment une ville super, mais tu vas aussi perdre des copains, perdre des liens. Bon, maintenant je sais que vous gardez des liens virtuels très facilement. Enfin, il y a peut-être de la famille, etc., qui vont rester ici. Donc à descendre aussi, après tout, dans le sud. Voilà. Puis l'autre facteur, enfin, ça c'est pas... Ça va vite en train maintenant. Hein. Pardon ? Ça va vite maintenant en train. Il faut le dire vite. Hein. Si, c'est pas vous qui vous êtes levé à 4h du matin ce matin. Si. Non, je le fais assez régulièrement pour savoir qu'aujourd'hui, ça va vite en train. Bon, alors, on commence à mieux connaître la façon dont les enfants, tout venant, hein, puis alors, voyez, on a même standardisé les choses, on a fait, alors ça marche jamais, hein. Depuis Freud, on sait que les stades, c'est jamais à une semaine près. Voilà. Enfin, ça donne un peu des repères. C'est important par rapport à ce que tu disais, Mathéo, par exemple, pour qu'à l'école, par exemple, les maîtresses ou les personnes qui s'occupent des enfants en maternelle, au CP, etc., puis plus tard, puissent voir si on est dans des choses qui sont classiques. Je dis normal entre guillemets, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, nous les psychiatres. Voilà. Ou alors si cet enfant est dans des choses qui vont déborder de ce qui se fait classiquement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, ça, on ne le voit pas parce que j'ai voulu faire des fantaisies de couleurs, mais un enfant, on ne s'occupe jamais d'un enfant ou d'un adolescent seul. Hein, c'est toujours avec sa famille, c'est toujours avec l'environnement. Dans les groupes qu'on a mis en place à Toulouse, ce sont des groupes où il y a en même temps un groupe pour les parents et un groupe pour les enfants. Voilà, ces 2 films que vous connaissez peut-être, Ponette et puis L'Incompris, ce sont des films où on voit bien
comment la réaction, dans les deux cas du père d'ailleurs, peut être extrêmement différente et comment ça peut influencer l'amorce du travail de deuil et la résolution de ce travail. Alors les chiffres, il en a été déjà dit beaucoup aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, hein, que les données elles sont quand même assez empiriques au sens français du terme. Hein. Donc 4% des enfants subissent la perte d'un parent avant l'âge de 15 ans. C'est un événement qui est dans la littérature internationale, notamment sur le traumatisme, est considéré comme l'événement probablement, ou l'un des événements probablement les plus traumatiques pour un enfant. Et pour la majorité des enfants endeuillés, la souffrance psychologique et la perturbation des activités vont diminuer progressivement au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça va rentrer dans l'ordre progressivement. Et tout à l'heure, Mathéo a dit quelque chose de très important. Il a dit « Moi, je préférais en parler avec des gens à l'extérieur parce qu'à la maison, c'est compliqué. » Nous avons commencé, peut-être ça serait bien que je le dise, ça. On a commencé, Agnès Suc, qui est la pédiatre avec qui on travaille, est dans la salle. On a commencé parce que l'activité d'accompagnement de fin de vie des enfants a commencé à se mettre en place il y a une vingtaine d'années dans l'hôpital des enfants où nous travaillons. Très vite s'est posée la question des parents qui disaient, après le décès, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors au début, les parents, ils n'ont pas posé la question pour eux, ils ont posé la question pour les fratries, en disant qu'est-ce qu'on fait pour les frères et sœurs? Et puis très rapidement est arrivée la question aussi du deuil d'un parent. Et en fait, on a mis en place ce travail-là et on s'est aperçu en fait que les familles avaient besoin qu'on les soutienne et que les enfants protégeaient beaucoup leurs parents. Beaucoup. On s'en est aperçu dans le contenu du matériel qu'ils apportaient dans les groupes. Hein, parce que les parents continuaient à aller très mal, aller assez mal, on va dire, et puis notamment pour la perte d'un enfant. Et puis les enfants, petit à petit, se remettaient un petit peu à circuler. Les parents étaient parfois surpris d'entendre rire dans l'atelier qui était juste à côté. Voilà. Alors, le deuil compliqué, ce qu'on nous en dit aujourd'hui, c'est que 7% des enfants développeraient des complications, alors qu'on va appeler deuil compliqué ou deuil pathologique. Moi, je ne distingue pas tellement les deux. Alors, c'est quoi la différence? Alors, on a vu apparaître cette notion, cette étiquette, on l'a vu apparaître dans le DSM-5. Alors, le DSM-5, c'est la classification américaine. Ici, c'est notre épouvantail. En France, on a horreur du DSM-5 parce que c'est américain et puis que c'est quand même très standardisé. Ça sert à deux choses. Ça sert à la recherche, donc pour faire les fameuses études dont on parlait depuis tout à l'heure. Et puis, ça sert aussi, il faut quand même qu'on ait des critères assez communs pour faire des études. Et puis, ça sert aussi, et ça on l'oublie souvent, pour que les assurances remboursent les soins. Si la difficulté ou le trouble que vous présentez n'est pas dans le DSM-5, vous savez que le système n'est pas le même qu'ici, hein, les assurances américaines ne vous remboursent pas, notamment un arrêt de travail, un accompagnement par un psychologue, etc. Donc c'est finalement assez intéressant quand même. Donc ça c'est rentré très, très récemment, en 2013, dans le nouveau DSM. Ça a fait beaucoup de remous parce que les gens disaient on fait rentrer le deuil dans la dépression, dans les pathologies. Non, il s'agit vraiment des deuils compliqués, c'est ce que je vais vous décrire. Alors les critères, ils sont assez simples. Hein. Souvent, ce sont des souvenirs intrusifs qui continuent à venir, un peu comme dans le stress post-traumatique chronique. Des préoccupations et des ruminations en lien avec la perte. C'est-à-dire que les enfants disent qu'ils y pensent beaucoup et qu'en plus, ils n'osent pas trop en parler. Et puis, il y a aussi une autre façon de l'exprimer, notamment chez les enfants plus jeunes, c'est le désir de voir le défunt. C'est-à-dire qu'ils continuent. C'est très compliqué, la notion de mort et de quelque chose de définitif. C'est très compliqué pour les enfants à un certain âge. Et à ce moment-là, ils continuent à avoir cette envie de voir le défunt, tout en vous disant qu'ils ont très bien compris, hein, ils ne sont pas fous, qu'ils ont très bien compris que le parent était décédé ou que la petite sœur était décédée, mais que malgré tout, ça leur prenait un peu la tête, comme ils disent. Donc voilà, on peut distinguer un peu le deuil compliqué et le deuil pathologique, mais il n'y a pas franchement de critères majeurs entre les deux. Le deuil compliqué, il va y avoir une continuité et l'enfant ne va pas retrouver en fait ce qu'on appelle nous son niveau de développement, le niveau de développement qu'on pourrait attendre pour lui. Il y a quelques éléments dans son développement qui vont être un tout petit peu entravés. Ensuite, il ne va pas accéder non plus au niveau de maturation supplémentaire qu'on observe parfois chez les enfants qu'on appelle les enfants résilients. Je ne sais pas s'il faut dire que Mathéo est un enfant résilient, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui a une maturité, qui a un recul sur les choses qui n'est peut-être pas si classique que ça. Je pense que... Vas-y, pense. Je pense juste que... bref. Je pense qu'un enfant qui a perdu un parent, directement, donc on l'a aussi vu dans le reportage, comme l'a dit une fille, j'ai plus son prénom, mais
on est basculé dans un monde adulte, donc forcément on devient plus mature. Voilà. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Voilà. Mais comme c'était dit ce matin, c'est un événement de vie. Je veux dire, ça fait partie de la vie et ça arrive à tout le monde. Alors, par contre, on considère qu'il n'y a pas de troubles psychiques, de désorganisation psychique. Ce sont des termes qui nous sont familiers, qui sont des termes qui signent quand même un impact très fort sur l'organisation de la pensée et sur l'organisation même des relations avec les autres. Dans le deuil pathologique, la désorganisation psychique, elle est durable. Parfois, elle est définitive. On va parler de décompensation, c'est-à-dire ça a été évoqué ce matin, ce sont des enfants qui avaient déjà des fragilités, qui avaient déjà des difficultés, qui avaient déjà d'autres facteurs éventuellement de vulnérabilité, parce qu'on n'est pas tous égaux. On verra tout à l'heure que dans les mesures d'accompagnement, il y a l'avant. Et ensuite, ce sont des enfants qui avaient éventuellement déjà une personnalité qui était déjà en train de s'organiser de façon... par exemple, si vous prenez... je vais prendre un exemple qui est terrible, mais je m'en excuse par avance. Si on prend l'histoire de Marilyn Monroe, qui est très connue, violée à l'âge de 8 ou 9 ans, ses 2 parents malades mentaux décédés par suicide en hôpital psychiatrique, voilà, et ainsi de suite, émancipée à l'âge de 15 ans, etc. Le parcours n'est pas le même que celle d'un enfant qui grandit dans une famille où il prend vraiment du bon et où il prend un attachement qui est plutôt sécurisant. Voilà. C'est caricatural, c'est assez traditionnel chez les pédopsychiatres de tenir des propos caricaturaux. Donc, j'assume. Voilà, alors... l'accompagnement de l'enfant et de l'adolescent endeuillé, ça a été dit ce matin, c'est avant le deuil. Alors évidemment, c'est plus simple, c'est horrible ce que je dis, mais c'est plus logique lorsque nous, il y a beaucoup de parents qui sont suivis dont l'enfant est suivi pour un cancer, et ça dure 1 an, vous connaissez les épreuves que ça peut être, etc. La fratrie, à ce moment-là, peut-être, on pourrait anticiper, on pourrait accompagner avant. Quand je dis avant, c'est aussi tout ce qui s'est passé, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire tout ce qui a été, tous les bons souvenirs, toutes les bonnes choses qui ont été prises avant que la maladie, l'accident ou la mort brutale n'arrive. Tout ça, bien entendu, ça joue parce que c'est comme ça, les êtres humains se nourrissent de leur environnement et des relations et de l'attachement. Donc bien entendu, l'entourage doit être soutenu, je crois on sera tous d'accord là-dessus. Un enfant tout seul, ça n'existe pas. Et on va bien sûr soutenir les parents comme on peut. Nous, dans les groupes d'Histoire d'en parler, on a appelé ça comme ça, on a des papas, ça a été évoqué tout à l'heure, qui ne veulent pas venir au groupe. Alors on a plusieurs catégories, on a plusieurs grades. On a les papas qui restent sur le parking de l'hôpital où ont lieu les groupes. Donc il y a d'autres papas qui vont fumer une cigarette avec eux, qui vont discuter avec eux. Bon, nous, on estime que c'est déjà pas si mal. Et puis, il y a des papas qui finissent par grimper les escaliers et venir rejoindre le groupe. Voilà, donc je crois qu'il faut vraiment s'occuper beaucoup de ces personnes-là. Donc la question de la prévention primaire et de la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est ce que nous explique Mathéo. La prévention, il a de très bonnes idées, il n'y a pas besoin de faire des études pendant des années, tu vois. C'est-à-dire de faire passer le message. Par exemple, si on dit prévention primaire, c'est faire de l'information dans le milieu scolaire pour dire, voilà, il arrive, 5%, c'est pas si rare que ça, il arrive qu'on perde quelqu'un, etc. Est-ce qu'on peut en discuter? Aujourd'hui, la prévention que l'on fait, elle est plutôt transversale. C'est-à-dire qu'on est plutôt à soutenir ce qu'on appelle les capacités de raisonnement, de résolution de problèmes, l'esprit critique, si vous voulez. En fait, il faudrait faire de la philo à tous les ans, de la bonne philo, où on garde Freud et Marx au programme, par exemple. Mais voyez, c'est que les enfants puissent développer le même, parce que c'est le même esprit critique. Pour ça, tout ce que tu as cité, c'est la même chose. Tu vois, c'est la capacité à être attentif à soi, à être attentif aux autres, à s'appuyer, à trouver des ressources, que ce soit pour le harcèlement, que ce soit pour ce qui se passe sur Internet ou ce qui se passe quand on est endeuillé. C'est avoir l'idée. L'OMS vient de publier 5 recommandations. Elle a dit des tips, des trucs pour être en bonne santé mentale. Dedans, il y a notamment savoir trouver des gens à qui parler quand on en a besoin. Oui, voilà un secret important. Mais ce n'est pas si simple. Et deuxièmement, être capable d'exprimer ses émotions. Voilà. Après, vous avez aussi marcher, être en bonne santé, bien dormir, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas de données validées chez les enfants, donc c'est assez compliqué à la fois de repérer. Alors, c'est pour ça qu'il faut aussi que les médecins généralistes, là, on serait plutôt sur la prévention secondaire, que les médecins généralistes, les pédiatres soient formés, soient attentifs, que là, on a parlé de la PMI, l'éducation nationale a un rôle majeur à jouer, le milieu du sport et des loisirs a un rôle majeur à jouer, pour essayer de repérer, voilà, je trouve ça très subtil, moi, ce coach de boxe,
Vous avez vu ce qu'il nous a raconté, Mathéo. Ce coach de boxe, il adapte son entraînement avec des phases de relaxation ou des phases... Voilà, parce que toi, en tout cas, tu penses qu'il pense que c'est bon pour toi. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, après, bon, il y a des thérapies qui sont démontrées comme étant... Il faut que j'accélère. Oui, merci. OK. Nous, on a fait une petite étude très simple qui consistait à regarder ce qui était dans la public. Alors, c'est vrai que les médecins, on a une façon de raisonner qui est particulière. C'est-à-dire qu'on cherche ce qui est démontré dans les recherches. Là, on s'est aperçu qu'il y avait 2 études dans le monde uniquement sur la façon dont on pouvait aider les enfants dont un parent était décédé par suicide. C'était un des sujets qui était abordé ce matin. 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est mieux en groupe, si c'est mieux en individuel, s'il faut les accompagner, s'il faut les laisser cicatriser, etc. Donc ça veut dire qu'il faut travailler. Alors les facteurs de risque et les facteurs de protection sont mal connus, je vais passer. Par exemple, il y a une étude assez ancienne déjà qui montre que quand un adolescent a été confronté au suicide d'un père, c'est-à-dire d'un autre adolescent, hein, pas de son père, on voit ici que le sexe joue. Alors, les garçons sont en général, ça rejoint ce qui était dit dans l'étude de tout à l'heure, les garçons sont plus exposés aux complications, peut-être parce que les garçons ont moins accès que les filles dans les modèles actuels qui vont évoluer, certainement, j'espère, ont moins accès à la demande d'aide et au support, etc. Lorsque l'adolescent a eu le sentiment qu'il aurait pu faire quelque chose pour empêcher la mort, c'est un facteur aggravant. Parce que bien entendu, c'est un facteur de culpabilité, etc., d'impuissance. Lorsqu'il est en proie à des conflits interpersonnels, on peut imaginer qu'il a plus de difficultés que les autres à résoudre les difficultés interpersonnelles, lorsqu'il a lui-même des antécédents de dépression ou des antécédents familiaux de troubles anxieux. Je vais terminer. Puis cette étude, ce sont des enfants qui ont été endeuillés d'un parent. Alors, c'est très intéressant parce que les enfants qui ont perdu un parent suite à une longue maladie présenteraient des symptômes plus importants de deuil compliqué et de troubles de stress post-traumatique que les enfants qui ont été confrontés à un événement subit. Voilà, je passe là-dessus. Je vais juste à ma... Ça, c'était pour montrer qu'on développe des recherches avec le soutien de la Fondation OSIRP. Vous ne le voyez pas, mais il y a votre logo dans votre dos. Et que ça, c'est très, très important. Et que nous, on était un peu dans l'illusion. C'est-à-dire que là, on demande aux familles de participer à cette étude. Ces familles, elles viennent d'être endeuillées. Les enfants viennent d'être endeuillés. Et c'est très compliqué, en fait, de participer à une recherche quand on est dans cette période-là. Il n'y a aujourd'hui aucune étude qui est alors evidence-based, basée sur la preuve, qui montre comment se constitue ce processus et quels sont les facteurs qui peuvent aggraver ou protéger. Donc il faut qu'on fasse ces études, mais on s'est aperçu que c'était quand même beaucoup plus délicat qu'on ne le pensait. Alors le message, comme on dit, pour rentrer à la maison, mais je ne sais pas si... Voilà, il y a tout. Alors, lorsque les réactions négatives ont tendance à s'intensifier et à se prolonger, réactions négatives, vous y mettez de tout, on n'a pas le temps de développer, mais enfin, ça ne se passe pas bien. Des gens dont on ne parle jamais, c'est les bébés endeuillés. Le deuil, ça influence, ça touche les bébés, et il y a une mémoire du deuil, il y a une mémoire du traumatisme, on le sait aujourd'hui. Donc les bébés qui ne recherchent plus le contact visuel, qui le recherchaient avant et qui ne le recherchent plus, ou qui le recherchent moins, ou des bébés, bien sûr, il y a un indicateur en pédopsychiatrie qui est très important, c'est le sommeil. On devrait davantage parler du sommeil des enfants. Donc des enfants qui dorment trop, comme s'ils se mettaient un peu à l'abri des sensations, comme s'ils se mettaient un peu à l'abri des émotions, puisqu'on a parlé d'émotions. Les insomnies, les cauchemars fréquents, les pertes d'appétit, les pertes de poids, un enfant ou un adolescent qui s'isole, qui se replie sur soi, qui n'a plus le goût de jouer, de voir ses amis. On retrouve exactement ce qu'on avait tout à l'heure pour les personnes de plus de 65 ans. Mais bien sûr, ça prend des formes différentes. « Oh, mais ce prof, il me gave, j'en ai marre de lui, je ne veux plus le voir, ou il me met sur le banc de touche au rugby, donc je ne joue plus, donc je ne veux plus y aller. » Il faut aller au-delà, il faut demander un petit peu ce qui se passe. Quand ils désinvestissent des choses qu'ils investissaient beaucoup. Le désintérêt marqué pour l'école. Mathéo ne nous a pas parlé de désintérêt, mais il nous a dit que ça avait été un peu compliqué. L'absentéisme scolaire est aujourd'hui un indicateur extrêmement, quasiment corrélé avec le mal-être des adolescents. Donc il faut être attentif. Et il faut surtout que l'Éducation nationale vous informe, les parents, quand votre enfant ne va plus au collège ou à l'école. Et puis enfin, les enfants qui manifestent à plusieurs occasions, de façon assez régulière, le souhait de retrouver la personne disparue. Bon, ce n'est pas la peine de faire un dessin, ça montre quand même qu'il y a une difficulté particulière à accepter, à faire ce travail dont on parlait ce matin, de deuil, c'est-à-dire d'accepter la disparition, d'accepter l'aspect inéluctable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.